Au sommaire de cette actualité, 2015 à 2025, disons que l'APDP œuvre pour la protection des données à caractère personnel. Cet anniversaire a été célébré à travers des activités marquantes que vous pouvez retrouver dès le début de ce journal. Cette semaine, notre rédaction s'est intéressée à Salif Diakité, un non-voyant déterminé à accomplir son devoir social. Qui est Salif Diakité à découvrir dans un instant. Bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme annoncé dans les titres, du 8 au 10 avril 2025, l'autorité de protection des données à caractère personnel APDP a célébré son 10e anniversaire. Pour cette occasion, elle a organisé un colloque international et des panels de haut niveau afin de sensibiliser le public sur son rôle, ses défis et ses réalisations en matière de protection des données personnelles. Au Mali. Abdoulaye Meiga était présent au nom de Actuel Média. Suivons ensemble son reportage. 10 ans d'activité et de sensibilisation, ça mérite d'être célébré. Dans le cadre de la célébration de son 10e anniversaire, l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, a organisé un colloque international sur la protection des données à caractère personnel, accompagné de panels de haut niveau réunissant des experts de renommée nationale et internationale. L'APDP fait cette année ses 10 ans. Donc cette année, nous avons voulu célébrer ces 10e anniversaire en associant notamment les autorités serbes d'Afrique et d'ailleurs. Voilà, donc, puisque nous évoluons dans un réseau, dans une organisation supranationale. Donc nous avons voulu les inviter à venir partager avec nos citoyens, avec les Maliens, avec nos invités, leur expérience en matière de protection des données à caractère personnel. Du 8 au 10 avril 2025, l'événement s'est déroulé autour de plusieurs thématiques, notamment la protection des données à caractère personnel en Afrique, état des lieux et perspectives, la digitalisation des services publics comme moyen de simplification des procédures administratives, entre autres. Oui, 10 ans, ils ont posé des actes, ils ont fait des bilans. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les données à caractère personnel ne sont pas méconnues par les Maliens. Les Maliens, dans leur majorité, savent désormais qu'est-ce que c'est que les données à caractère personnel. Même nous, les journalistes, nous sommes très regardants par rapport à l'utilisation de données personnelles. La première des choses, c'était la sensibilisation. APDP a posé des actes remarquables dans le cadre de la sensibilisation. Même dans le cadre de la formation, ils ont noué des partenariats avec des structures, y compris la mienne, pour former les journalistes, les hommes des médias, également pour les sensibiliser par rapport à l'utilisation de données personnelles. 10 ans, l'autorité est dans la sensibilisation et il est important d'aller vers une étape suivante. Et cette étape suivante doit être aujourd'hui la sanction. Mais si j'ai dit la sanction, ça ne doit pas être une sanction verticale, mais une sanction, pas Damoclès, mais une sanction accompagnée de la pédagogie pour qu'au moins les Maliens puissent s'adapter à l'utilisation des données à caractère personnel. L'un des sujets les plus importants abordés lors des panels a été la protection de la vie privée des militaires sur les réseaux sociaux. Un sujet sensible, mais qui méritait d'être débattu. Avec l'essor des réseaux sociaux, les booms Internet, il n'y a pas une grande frontière entre vie privée et vie professionnelle. La frontière qui existe entre les deux, c'est une frontière qui est floue, y compris la vie des militaires. Auparavant, une armée qui était considérée comme l'armée discrète, une armée muette, est présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis chargé et honoré de modérer ces panels avec des éminentes personnalités. Dans cette thématique, j'ai voulu, à travers justement cette communication, montrer 2 ou 3 éléments principalement. Le premier, c'est de faire un rappel sur la spécificité en fait militaire, dire simplement qu'en tant que citoyens, nous avons évidemment des droits et des devoirs, mais nous sommes tenus en fait à un devoir de réserve qui est extrêmement important et qu'il faudrait observer en fait sur le champ du numérique. Deuxième élément que nous avons voulu rappeler, c'est aussi quelles sont les conséquences de ce comportement sur les réseaux sociaux en fait à travers les militaires qui peuvent mettre en fait en péril la question en fait de la sécurité nationale, qui peuvent compromettre en fait les opérations et qui peuvent surtout compromettre leur propre vie et celle en fait de leur famille. Mais nous avons voulu aussi montrer que
il faut aller en fait vers des solutions fonctionnelles. Je l'ai appelé justement vers un engagement fonctionnel. Il ne s'agit pas d'aller en fait à une schématisation de ce qui se fait ailleurs, mais basé sur nos réalités, sur nos contextes et à la fois nos contextes juridiques et nos contextes opérationnels. Comment faire en sorte que nos militaires, nous en fait de surcroît, nous pouvons avoir à la fois en fait nos libertés fondamentales, mais tout en préservant justement l'impératif en fait de sécurité nationale à travers nos comportements sur le terrain et dans nos vies de tous les jours. À l'occasion de cet anniversaire, des recommandations ont été formulées afin d'aider l'APDP à atteindre ses objectifs dans les jours et les années à venir. Le temps est toujours mitigé. On dit que beaucoup a été fait. Cependant, beaucoup reste encore. Et c'est pourquoi on va, au cours des 10 ans à venir, on va essayer d'améliorer et se perfectionner. Voilà, donc pour pouvoir relever les différents défis. L'université Kourou Kamfuga et le Centre international de conférences de Bamako ont servi de lieu pour la célébration des 10 ans de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Cette année, les pays invités étaient le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Sénégal, le Ghana, le Maroc et Madagascar. Depuis quelques jours, les tensions diplomatiques entre le Mali et l'Algérie se sont intensifiées après que le Mali ait accusé l'Algérie le 1er avril d'avoir abattu un drone de son armée près de la ville frontalière de Tizaouantène. Face à cela, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade des tensions diplomatiques entre les deux pays et appelle le Mali et l'Algérie à renouer le dialogue et à favoriser l'apaisement du climat social. Des détails dans ce récit signé Kadiatou Traoré. L'Algérie et le Mali au sein d'une crise diplomatique sans précédent. Les récentes tensions alimentées par la destruction par l'Algérie d'un drone de l'armée malienne a suscité un tollé dans la sous-région. Le différend a commencé lorsque dans la nuit du 31 au 1er avril 2025, l'Algérie a abattu un drone appartenant à l'armée malienne, affirmant dans un communiqué que l'appareil a pénétré son espace aérien sur une distance de 2 km. Le 6 avril, les autorités maliennes ont affirmé dans un communiqué que le drone de l'armée malienne a bel et bien été détruit par le régime algérien à Tizaouantène dans la région de Kidal. Cette action a entraîné ainsi la convocation par le Mali de l'ambassadeur algérien pour protestation, le retrait immédiat du Mali du comité d'état-major conjointe CEMOC et la décision des autorités maliennes de porter plainte contre l'Algérie devant les instances internationales pour acte d'agression. Dans la même journée du 6 avril, l'AES n'est pas restée en marche, soulignant son indignation face à cette action de l'Algérie, rappelant dans son communiqué les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie pour consultation. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a réagi aux tensions entre le Mali et l'Algérie, appelant les deux parties au dialogue et à utiliser les mécanismes régionaux et continentaux pour régler leurs différends. Cette sortie officielle intervient dans un contexte de crise diplomatique sans lendemain entre les deux voisins sahéliens, marqué par une série de mesures. Suite à cet incident, le 7 avril 2025, l'Algérie et le Mali ont respectivement fermé l'un pour l'autre leur espace aérien aux vols civils et militaires. Dans la même journée du 7 avril, le ministre algérien des Affaires étrangères a annoncé la décision de rappeler pour consultation ses ambassadeurs au Mali et au Niger et de différer la prise de fonction du nouvel ambassadeur au Burkina Faso. C'est sous ces tensions que des centaines de jeunes Maliens ont manifesté mardi 8 avril 2025 devant l'ambassade d'Algérie à Bamako pour protester contre les agissements de l'Algérie envers le Mali. Cette manifestation a été suivie d'autres, organisées le mercredi 9 et le samedi 12 avril à Kati et au CICB. Plusieurs jeunes manifestants ont scandé des slogans à l'Algérie, qualifiés d'état de terroriste et ingrat. Pour un rappel, les tensions entre le Mali et son grand voisin du Nord n'ont cessé de se dégrader ces dernières années. Cette montée de tension survient depuis que le Mali a mis fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger signé en 2015 entre Bamako et les rebelles du Nord. Avec déjà un rappel réciproque d'ambassadeurs en décembre 2023 qui avait duré moins de 2 mois, les autorités de transition maliennes ont récemment mis en doute la neutralité de cette médiation, allant jusqu'à accuser l'Algérie de complot avec certains groupes armés opposés au pouvoir central, notamment la région frontalière avec l'Algérie.
Salif Diakité, âgé de 48 ans, est non-voyant, mais malgré son handicap, il fait preuve d'un courage et d'une détermination remarquable. Il s'est lancé dans la fabrication de chaises en tant que restaurateur. Salif est reconnu par son entourage pour son intelligence impressionnante. Du matin au soir, il se bat contre vents et marées pour subvenir à ses besoins. Pour en savoir plus, suivons ensemble ce grand format de Nana Khadija Koni. Âgé de 48 ans, Salif Diakité, non-voyant et restaurateur de chaises, a perdu la vue il y a quelques années, suite à une querelle qui a bouleversé sa vie. Marié et sans enfant, il a choisi, malgré son handicap, de se battre pour gagner dignement sa vie, sans dépendre de personne. Chaque jour, vers 9h, il se rend à son lieu de travail, muni de sa béquille et de ses chaises à attacher. Selon lui, ce métier est un don de Dieu. Je restaure les chaises depuis l'an 2000. Avant que je ne sois victime de cette maladie, j'étais commerçant. Et depuis là, je me suis lancé dans la restauration des chaises, qui a été comme un don pour moi. Mais je n'ai pas de local pour le moment. Je ne suis pas né avec cette maladie. Je voyais très bien. J'ai même fait le MEDERSA. Et c'est en 1999 que j'ai été victime de ça. J'ai fait partout, mais aucune solution. Passer toute sa journée à fabriquer des chaises jusqu'à 15 par jour lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Sa femme, elle aussi, exerce des petits métiers pour l'épauler de temps à autre. Depuis qu'on s'est mariés jusqu'à nos jours, il a toujours pris soin de moi. C'est vraiment incroyable. Beaucoup l'accusent des fois qu'il fait semblant de ne pas voir. Pourtant, il fait tout pour moi. Quand il rentre le soir, il fait mes petites commissions. Même pour me laver, c'est lui qui me donne de l'eau. Il ne m'a point fatigué. Juste que des fois, quand ça ne va pas, je lui viens en aide. Dieu merci, il m'a toujours respecté et me donne tout ce que les hommes donnent à leurs femmes. Salif n'est pas né avec cet handicap. Il en souffre depuis l'âge de 21 ans. Sa tante nous raconte comment tout a commencé. Un beau jour, il est juste venu en se plaignant de ses yeux qu'il ne voyait plus rien. Mais les gens ne le comprenaient pas au début. Il y a certains qui l'ont même frappé, croyant qu'il faisait semblant. Sinon, il n'est pas né avec cet handicap. Si on se laisse mener par la maladie, on devient cancre. Sinon, en prenant conscience, on ne peut que s'en sortir. Sinon, il partait quémander au bord des mosquées. Mais il a vu que rien ne vaut le travail. Quant à ses amis, il reste parfois surpris par certains de ses gestes qui les poussent même à douter de son handicap. Mais malgré tout, ils lui apportent leur soutien. C'est un homme dont le courage nous dépasse tous. Son handicap ne le domine pas, car il se déplace seul sans l'aide de personne, tout en subvenant aux besoins de sa famille. Les gens qui le maltraitent pour sa maladie, l'handicap peut arriver à tout le monde. À travers ses gestes, certains pensent qu'il fait semblant. Pour la petite histoire, une fois il a pris le taxi pour amener les chaises d'un client. Une fois au lieu, en signalant au conducteur de taxi, ce dernier l'a pris en dépourvu, en l'accusant de faire semblant d'être un non-voyant. Salfon est notre collègue. Il a une fois fait quelque chose qui m'a étonné. Après notre causerie d'un soir, j'ai pris ma moto pour le raccompagner sur la route. Il m'indiquait les chemins. De retour au travail, j'ai dit à mes collègues que je ne pense pas qu'il soit avec. Mais lui-même m'a plus tard fait savoir le contraire. C'est quelqu'un qu'on doit sincèrement aider. Avec toutes les difficultés qu'il rencontre au quotidien, il parvient malgré tout à gagner sa vie. Je peux faire 15 chaises en une journée. Je fais une à 500 francs. Si la personne a les fils et les fers, je peux le faire à 2000 ou 1500 francs. Dieu merci, ça me permet de subvenir à mes besoins. Avant, on volait mes matériels. Et maintenant, c'est une fois la commande faite que je cherche les matériels.
Chaque jour, Salif quitte Lafiabougou pour Bolibana afin de retrouver ses collègues. Mohamed Touré, l'un d'eux, nous en dit plus. Nous travaillons avec Salif depuis longtemps. Sa maison est loin d'ici. Il vient travailler, que ce soit faire les réparations ou partir acheter les nouveaux matériels. C'est quelqu'un de courageux. Il vient également acheter des matériels pour ramener chez lui. D'ailleurs, j'ai grandi en trouvant qu'il travaille avec mon père. C'est quelqu'un de courageux qui m'impressionne. Au-delà des gestes bienveillants que certaines personnes lui offrent, Salif garde l'espoir de revoir ce monde un jour. Je n'ai personne pour m'aider, excepté un ami résident en France. C'est d'ailleurs lui qui m'a permis d'avoir une femme. Et par moi, il me fait des gestes aussi. Dieu merci, j'arrive à subvenir à mes besoins. Il y a des personnes dans les quartiers qui me donnent souvent les 5 000, 6 000 ou 1 000 francs, voire même 10 000 francs. Si je parviens à avoir de l'aide pour guérir, ne serait-ce qu'un seul démoniaque, cela me ferait extrêmement plaisir, afin que je puisse voir là où je vais. Dieu merci, quelqu'un m'a donné un terrain, mais j'ai même peur de le donner en construction, par peur qu'on ne m'arnaque. Parce que alhamdulillah, terrain ja, tu sais que tu as ça vous que n'y a quoi. Ou ça moi son n'y a du doma. Vous savez n'y a pas de là. Au bec comme la galande de blanc. Exerçant ce métier depuis l'an 2000, il n'a jamais baissé les bras, même si ce travail est moins en moins rentable. C'est pourquoi amis, collègues et famille le soutiennent chacun à sa manière. Aujourd'hui, Salif est bien plus qu'un simple restaurateur de chaises. Il est devenu une véritable source d'inspiration. Son histoire est un rappel poignant que l'adversité peut être surmontée par l'effort et la résilience. Comme le dit un adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Le conflit entre le Mali et l'Algérie a pris une tournure préoccupante suite à l'accusation d'avoir abattu un drone malien en mars dernier. Le gouvernement malien considère cet acte comme une action hostile préméditée de la part de l'Algérie. Quelles sont les perspectives d'avenir pour ces deux pays? Pour en savoir plus, Tidjani Bamadjo, journaliste au journal Ogon, s'est exprimé au micro de Oumou Koulibaly. Suivons. De 1960 à nos jours, le Mali et l'Algérie, c'est un pays frère. Un pays frère où ils font vraiment beaucoup de choses sur le plan d'éducation, le vivre ensemble, la promotion. Moi, je pense que le problème se situe à partir du moment où le Mali a rompu l'accord d'Alger. On connaît un peu la logique aussi, imagine. Ces gens, entre guillemets, les terroristes qualifiés aujourd'hui, ils sont en tout cas vers la frontière entre le Mali et l'Algérie. Le Mali aussi est dans une position de combattre, d'éradiquer en tout cas le terrorisme. Ces personnes, certaines auraient en double nationalité, malien et algérien. Si ça ne va pas au Mali, ils rentrent en Algérie. Si ça ne va pas en Algérie, ils viennent au Mali. Donc l'Algérie, par exemple, ceux qui ont en tout cas la nationalité algérienne, l'Algérie quand même va penser que ce sont un de leurs. Ils peuvent quand même prendre des précautions de les protéger. Vous savez, on a constaté quand même, le 1er avril où l'Algérie a osé détruire quand même notre drone, chose déplorable par les Maliens pour les Maliens. Nous condamnons aussi cet acte barbare de l'Algérie, un pays frère qui ose détruire le drone du Mali, qui est vraiment dans une position de combattre, de mener des luttes farouches contre les terroristes. C'est chose qui est vraiment que nous déplorons et nous comprenons à travers ce comportement mauvais de l'Algérie qui protège quand même entre guillemets les djihadistes ou les terroristes. Sinon, quand je me réfère au communiqué du gouvernement, le gouvernement a été très précis que le drone n'a pas dépassé la frontière. L'Algérie de son côté dit que le drone est pénétré jusqu'à 2 km du territoire algérien, sous le gouvernement malien dément. Bon, et puis je ne peux pas comprendre. Tu dis dans un communiqué où un drone malien, bon, dans leur premier communiqué, il n'a pas précisé. Il dit que l'Algérie a battu un drone étranger. Maintenant, dans leur communiqué, ils précisent que le drone c'est à peu près 2 km. Le deuxième communiqué, il incite l'État malien, parce que l'État a fourni j'aurais appris que l'État a fourni toutes les informations. Vous avez abattu notre drone sur le territoire malien.
honnêtement, c'est un double jeu. C'est ce qu'on veut dire tout simplement. À travers leur comportement, l'Algérie parraine aujourd'hui le terrorisme. Aujourd'hui, les autorités actuelles du pays, ils sont à pied ferme de faire un combat qui que ce soit pour en tout cas éradiquer et revenir la paix ensemble. Il y a la tension, il y a une forte tension, cette tension elle est palpable. Je pense que les deux camps peuvent se ressaisir et communiquer, et dialoguer, trouver en tout cas un terrain d'entente. Imagine, le Nord c'est vraiment un territoire très vaste où l'Algérie peut apporter en tout cas son soutien dans le cadre de la vie, de vivre ensemble et surtout ramener la paix au Mali. Parce qu'il faut comprendre, il faut vraiment être très clair que l'Algérie joue un rôle pour la stabilisation du pays. Maintenant, je ne pense pas que cette tension va apaiser, en tout cas va ramener la paix et le vivre ensemble cherché par les Maliens. Ce que je dirais, je demanderais les autorités algériennes d'aider le Mali dans la lutte contre le terrorisme, dénoncer toutes personnes malsaines entre guillemets. Et je pense qu'en faisant cela, ça serait mieux. Ou si ça ne va pas entre eux, la communauté internationale en tout cas peut intervenir, parler avec eux, sensibiliser, parce qu'un pays frère, je pense qu'ils peuvent s'asseoir et parler entre eux pour avoir des solutions. À présent, l'actualité nationale et internationale, en bref et en image avec la voix et la compilation des Zenebou Gueye. Ce vendredi 10 avril 2025 a eu lieu le lancement officiel de la 11e édition du festival La Parole au Hip-Hop au Musée national du Mali. Cet événement se déroulera du 10 au 25 avril 2025 à Bamako et dans d'autres régions du Mali. Le thème de cette édition est la désinformation. Il s'agit d'un événement annuel itinérant dédié à la promotion de la culture urbaine à travers le Mali, offrant un espace d'expression et de visibilité aux jeunes talents maliens. Cette édition s'inscrit dans le cadre du projet Culture Mali 2025 sous le parrainage du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme représenté par Mamou Dafé. Dans une décision marquante pour le processus électoral en Guinée, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a été désigné comme l'entité responsable de l'organisation des scrutins de fin de transition. Cette annonce faite lors d'une conférence de presse le 9 avril par Djenabou Touré, directrice nationale chargée des affaires politiques et de l'administration électorale, indique que le ministère supervisera également le référendum constitutionnel prévu pour le 21 septembre 2025. Ce changement soulève des questions sur la transparence et la crédibilité du processus électoral qui doit marquer la fin d'une période de transition politique. En Côte d'Ivoire, les intersyndicales de l'éducation et de la formation professionnelle ont décidé de suspendre la grève des enseignants, invitant ainsi ces derniers à reprendre le travail le vendredi 11 avril 2025. Cependant, la question de la prime d'incitation, devenue un cri de ralliement pour les syndicats, demeure sur la table. Les enseignants continuent de revendiquer son octroi pour tous les enseignants ivoiriens. Et cette problématique devra faire l'objet de discussions avec le gouvernement. La Chine a imposé des droits de douane de 125% sur les produits importés des États-Unis en réponse à l'augmentation des droits de douane décidée par Washington dans le cadre de l'escalade des tensions commerciales. La commission des tarifs douaniers du Conseil d'État chinois a annoncé vendredi que les droits de douane sur les produits américains avaient été portés à 125%. La déclaration souligne que les produits importés des États-Unis ne trouveront pas leur place sur le marché aux taux tarifaires actuels et que si les États-Unis imposent des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois, la Chine n'en tiendra pas compte. Le changement est la seule chose constante dans la vie et c'est à nous d'en faire une force. Dans un monde en perpétuelle évolution, chaque défi nous offre l'opportunité de grandir, d'apprendre et d'innover. En embrassant le changement plutôt qu'en le créant, nous pouvons transformer les obstacles en tremplin vers de nouveaux horizons. C'est avec ceci que nous mettons fin à ce JT que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur l'Actuel Média.
Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.